Tchad, cette armée de 50 000 hommes, on n'a pas besoin de 200 généraux. À mon avis, à tout casser, 10 généraux pouvaient faire l'affaire, que ce soit de la gendarmerie du côté de la GNT par exemple. C'est quoi, 4 000 hommes avec une dizaine de généraux? Non, ce n'est pas ça. 4 000 hommes, c'est 2 généraux. Je prends le cas de la garde nationale et nomade du Tchad. Voilà, 4 000 hommes, c'est 2 généraux à la limite. Ou bien on peut adjoindre 5 colonels à un général et ça suffit pour gérer ce corps. Mais oui, allez-y. Donc, ça n'obéit à aucune logique. Ce qui me fait dire qu'il s'agit d'une milice. Il n'y a que dans les milices qu'on peut voir ça du temps du Moyen Âge. Dans un État moderne, ce n'est pas faisable. Parlant de milices, nous allons jouer encore la vidéo de ce chef d'état-major des armées qui a circulé. Je ne sais pas. Le Tchad, c'est triste. Suivons ça et on va revenir. Merci de rester avec nous et de partager l'émission. Monsieur, membre de national de transition. Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur des régions, gouverneur de province ودفيرة إندي وست Monsieur le officier grand promotion, camarade compagnon de l'île, par ministre, président de commission de l'organisation Fête des armées, Monsieur le attaché de face, France, Monsieur l'attaché de défense, ambassade d'Amérique. Mais général, commandant de force, Barkhane. Mais général, commandant de force multinationales. Monsieur le maire de la ville de Mdjeres, Sa Majesté Sultan et le chef de canton. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, hommes de rang des forces armées et de la sécurité. Voilà, ça c'est un général 5 étoiles au Tchad. Nous parlons des officiers supérieurs au rabais au Tchad. Colonel Kany, expliquez un peu à nos auditeurs quels sont les critères ou bien les conditions à remplir pour arriver, par exemple, de commandant à lieutenant-colonel ou bien de colonel au général. Quelles sont les étapes à franchir? Quelles sont les qualifications à réunir pour arriver à ce grade-là? Et lui, il n'est pas général de brigade, il est général 5 étoiles, hein, il faut préciser. Eh bien, je ne vais pas vous faire toute une littérature, mais il y a bien des critères à remplir. Dans son cas, c'est un combattant. Un combattant et au passage, c'est un infirme, il est handicapé. Donc, inapte pour la fonction. Mais il est là par la volonté du père Déby et puis plus tard de son fils. Et puis, il est vrai, c'est quelqu'un qui a
était pris dans l'entourage du président et qui est passé par toutes les étapes. Mais il n'a aucune formation militaire. La preuve, vous avez vu, lire ce discours, il ne lisait pas. C'était un supplice pour lui de se prononcer en présence des hommes. Or, commander, c'est parler aux hommes. Mais là, il est incapable clairement de parler à l'assistance. Il bégayait. Ce n'est pas sa faute, mais c'est ceux qui lui ont conseillé de s'exprimer en français. Donc, pour accéder au grade, il y a bien des critères. Nous avons copié le système français, ce n'est pas notre faute, mais c'est la faute à la colonisation. Mais si nous étions un État au sens du terme, on aurait quand même adopté tous ces critères comme le font les autres pays d'expression francophone, les autres pays colonisés par la France. On ne prend pas un homme, on lui donne des grades pour commander parce que vous avez confiance en lui. Oui, vous avez confiance en lui, il vous obéit. Mais est-ce que pour autant, il est à mesure de commander les hommes comme il se doit? Est-ce qu'il fait honneur à votre pays? Parce que être militaire, c'est aussi faire honneur à son pays. C'est ce qu'on nous apprend. Et au prix de sa vie. Maintenant, il parle d'attachés de défense d'Amérique, de France et autres. Quelle est leur perception? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette armée? Quelle image nous donnons, par exemple, à ceux-là qui sont invités? Je parle aussi des officiers de la force multinationale du lac Tchad, les officiers nigériens, nigérians, camerounais, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce que nous leur donnons une bonne image? Est-ce qu'ils pensent que nous sommes une armée au sens du terme? Pendant qu'ils réunissent tout le monde pour fêter, je ne sais pas moi, le nouvel an, comme c'est une tradition. Il y en a qui crèvent dans le lac Tchad et qui se font attaquer par Boko Haram et qui se font tuer par centaines. Est-ce que nous avons vraiment cette capacité opérationnelle? Ce qui me fait croire que cette milice-là, qui est la DGSSIE, elle est faite pour la protection du pouvoir, pas pour la sécurité de la population tchadienne. Non, pas du tout. Oui. Heureusement, nous n'avons pas d'attaque de grande envergure. Nous n'avons aucune capacité opérationnelle malgré ces armes. Et il n'y a que les Français pour nous chanter que nous sommes l'armée la plus aguerrie. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Une armée aguerrie, une armée qui ne se fait pas attaquer par des troufignons de terroristes et se font tuer par centaines. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, si le président de la République dit qu'il a besoin de 2 mandats, pas pour une autre raison, pas pour lancer l'économie du Tchad, pas pour le développement économique et social du Tchad, mais juste pour réformer l'armée, il a besoin de 2 mandats parce que cette armée est clanique, allez comprendre. Il y a bien un problème. Le problème, il est profond. Ce n'est pas de gaieté de cœur si beaucoup de Saint-Cyriens sont restés en exil partout en Afrique, en Europe. Ils sont presque soit dans les organisations internationales, soit dans le pétrole, je ne sais où. Mais ils ne sont pas dans l'armée nationale tchadienne. Parce que clairement, c'est un système qui vomit. Et le président Déby, pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, il vous dit clairement que lui, il a besoin des gens qui lui obéissent et qui savent tirer, pas des gens qui savent lire et écrire. Mais voilà le résultat. Donc,
des gens qui s'expriment dans ce langage-là et qui portent 5 étoiles et qui sont la face de l'armée tchadienne. Ben, bravo. Et c'est ça le Tchad de l'émergence. C'est ça le Tchad de demain. À votre avis, pourquoi les anciens présidents Maloum, Goukouni, Hissène Habré n'ont pas nommé des généraux alors que eux tous ont pris le pouvoir par les armes? C'est arrivé sous Déby qu'il y a eu ce pléthore de généraux. Pourquoi les anciens présidents n'ont pas voulu aller dans ce sens, à votre avis, vous qui êtes militaire? Ben, dans un ordre chronologique, il faut dire que le général Maloum, il n'en avait pas le temps. Parce que, compte tenu de se démêler avec les Français pour faire un peu de l'histoire, il a demandé le départ des troupes françaises du Tchad. Et en 96, je ne sais plus, fin 96, ils étaient partis du Tchad. Ouais. Et comme par hasard, ça a coïncidé avec la réconciliation de Hissène Habré, et donc qui a été téléguidé par les Français pour se faire propulser Premier ministre et attaquer plus tard N'Djamena. Donc, il n'en a vraiment pas eu le temps. C'est la même chose pour Goukouni Ouédé. Il a hérité d'un pays en guerre, et pas d'une armée, mais plutôt des factions. Il n'y avait pas d'armée nationale sous Goukouni. Celle qui en faisait office était divisée entre des tendances, parce que, comme tu te souviens, nous étions peut-être jeunes à l'époque, mais le colonel Kamougué et le reste de l'armée s'étaient retrouvés dans le sud du pays. Et à la suite des coalitions pour faire partir Hissène Habré, il a envoyé ses troupes à Douguia, par exemple. Ben, je fais un peu de l'histoire. Hissène Habré, il avait une approche plutôt réfléchie, parce que, quoi qu'on dise, paix à son âme, c'était un homme assez réfléchi. On peut tout lui reprocher, mais il avait le sens de l'État. Et donc, il y avait une disparité. Il s'est retrouvé avec des combattants qui sont bien aguerris, qui connaissaient par exemple le nord du pays et qui pouvaient l'aider pour la reconquête du nord occupé par la Libye. Il n'a pas voulu nommer des officiers au sens du terme, mais ceux à qui il a confié le commandement, il en a fait, la notion découlait de lui-même, des officiers assimilés ou des sous-officiers assimilés. Parce qu'ils avaient des aptitudes pour commander les troupes, en l'occurrence. Et crois-moi, ça a bien fonctionné. L'amalgame avec les troupes formées a bien fonctionné, et c'est ça d'ailleurs qui était admiré de tous les observateurs pour la reconquête avec les épopées de Wadidoum, de Mat Nessara et autres, comme tu t'en souviens. Ben, pour arriver au cas d'Ebi, il a cassé la baraque, permets-moi l'expression, il a cassé la baraque pour y faire entrer les siens. Et ça, c'est les premiers conseillers français qui le lui ont recommandé, parce que son objectif était de se protéger. Il venait aussi d'une coalition avec les autres troupes, les autres rébellions qui ont formé le MPS en l'occurrence. Et donc, il se méfiait particulièrement de ceux-là, et il avait raison. Entre les antagonismes de Dasser, de Ousmane Gam, de Maldom Bada Abbas. Oui. Voilà. Il s'est entouré uniquement des siens, et il a fait en sorte que l'armement revienne entre les mains des siens. Et donc, il a méthodiquement joué à ce que les troupes qui l'entourent soient les siens, et que donc la garde présidentielle contrebalance
la capacité de feu de l'armée nationale tchadienne. Donc, il a désossé l'armée tchadienne au bénéfice de ce qu'on appelait à l'époque la garde présidentielle, la garde républicaine, la GR. Et il l'a continué pendant des années et au gré des rébellions, avec l'argent du pétrole, il a réussi effectivement à constituer la DGSIE et pour se pérenniser au pouvoir. Voilà un peu l'historique en matière d'évolution de l'armée tchadienne. Mais quel rôle la France a joué ou bien quelle part de responsabilité la France a dans la clanisation de l'armée tchadienne? Mais je crois à ce niveau, c'est plus politique, même pas diplomatique, plus politique que militaire. En l'amenant au pouvoir, les Français voudraient s'assurer de sa loyauté. Et donc, il y avait un deal non écrit entre lui et les Français qui voulaient, comme je l'ai dit tantôt, du territoire tchadien pour leur contrôle, c'est-à-dire la position centrale du Tchad pour pouvoir contrôler le reste de l'Afrique, surtout francophone. Et ça, le Tchad, tout le monde le sait, joue un rôle, disons, les troupes françaises au Tchad, pour eux, ça constitue le pivot, surtout en matière d'aviation. Et donc, ces bases aériennes, Faya, Abéché, N'Djamena, pour eux, c'était essentiel. Et donc, le deal, c'est que si Déby leur permettait d'occuper gratuitement ces bases, il était assuré, c'était son assurance vie, de demeurer au pouvoir le temps qu'il veut. C'est-à-dire, tu nous donnes ce que nous voulons, après nous fermons les yeux sur ce que tu fais et nous pouvons même t'aider à te pérenniser au pouvoir. Il l'a d'ailleurs dit avant de mourir devant ce parterre des journalistes du Monde, de TV5 et je ne sais plus de quelle autre chaîne, qu'il voulait passer la main, mais c'est à ce moment-là qu'un constitutionnaliste français sorti de nulle part et dont il ignore même le nom est venu, je crois, sur l'insistance du président Chirac et de Omar Bongo pour lui dire ce sera lui, mais pas quelqu'un d'autre. En fait, ça confirme que le deal doit continuer. Je suis fatigué, je veux me retirer et j'ai donné ma parole aux Tchadiens de me retirer après 2 mandats. Non, ça ne compte pas. Tant que tu as envie, ce sera toi. Et nous avons besoin de toi. Bon, ben, comme je l'ai dit, le pouvoir corrompt. Ouais. Même si tu dis ce n'est pas ce que tu veux entendre, au fond de lui, c'est ce qu'il cherchait en fait. On n'est pas dupe. Donc, c'est quand effectivement il était fatigué des manigances des Français que c'est sorti. Mais il ne l'a pas sorti au moment où on voulait Tout à fait. Le faire passer au pouvoir. Ouais. Voilà, donc, docteur Alain, le deal, il existe. Et pour me répéter, la France ne considère pas le Tchad comme un État moderne. Pour la France, le Tchad, c'est un territoire à faire valoir. On y met, comme du temps de la colonisation, les hommes de notre choix, ils répriment les autres, ils les tiennent au respect, ça fonctionne et on en profite. Donc, l'exil des intellectuels tchadiens comme toi, qui devraient contribuer au développement du Tchad, ben voilà, ça ne compte pas pour la France. C'est une perte pour les Tchadiens, tu en conviens. Moi, je suis que militaire, mais toi, tu devrais contribuer d'une autre façon. Tu peux pas dire que militaires. Les militaires, effectivement, ont leur place dans la société. Et en temps de paix, les militaires sont des ingénieurs, sont des agronomes et tout. Donc, voilà. Bon, j'évoque ça parce que avec le classement du Tchad, comment dire, comme avant-dernier du développement, de l'indice du développement humain
je me dis que les militaires, nous militaires, pour ne pas m'exclure, nous avons plutôt contribué à la descente du Tchad. Et ceux-là, les économistes comme vous qui devraient effectivement contribuer au développement social du Tchad, vous êtes tous des exilés. Non, il y en a aussi qui sont des vendus, des corrompus, des Dunguru, ils sont là sur place aussi. Ben, il faut bien qu'ils préparent leur retraite. Et de toutes les façons, je ne dis pas que je les comprends. C'est désolant. Mais bon, ils sont d'une façon ou d'une autre obligés de préparer leur retraite. Je crois que tu fais allusion à Gali. Ben oui. Il faudrait qu'il prépare sa retraite après tout ce que le système lui a fait subir. Vous avez évoqué Kaka, justement, qui parlait de 2 mandats pour réorganiser l'armée. Je crois que ça, c'est sorti de Master Succès. Kaka a profité de cette armée clanique. Il est aujourd'hui général 5 étoiles, c'est parce que c'est une armée clanique, une armée zagawanisée. Sinon, il ne peut pas être général 5 étoiles aujourd'hui. Il ne peut pas être à la tête du Tchad aujourd'hui. C'est à cause de cette armée clanique-là qu'il est là. Quelqu'un qui a contribué à rendre cette armée clanique, peut-il, lui, amener cette armée, la transformer en une armée nationale? Je ne crois pas. Mais vous qui êtes militaire de formation, vous savez comment une armée doit être composée, la déontologie militaire, vous connaissez cela. Pensez-vous vraiment que le Tchad peut espérer une armée véritablement nationale avec l'équipe que nous avons en place aujourd'hui? Je veux dire les Ethno toujours au pouvoir. Est-ce que nous allons arriver à vraiment restructurer l'armée? C'est une excellente question. Pour te répondre, je dirais que ça ne dépend que de la volonté politique. C'est très faisable. C'est très faisable et il n'y a que la volonté politique pour le faire. Maintenant, s'il dit qu'il a besoin de 2 mandats pour le faire, ben, il faut être dupe pour le croire. Nous ne sommes pas si crédules que ça. Lui, il n'est pas désigné. D'ailleurs, il ne connaît rien de l'armée. Il ne porte que des attributs. C'est un civil en tenue, Mamad Kaka. Ce n'est pas un militaire au sens du terme. J'ai beaucoup de respect pour celui-là qui n'arrivait pas à s'exprimer en français, qui est un combattant pur et dur, mais qui est passé par toutes les étapes. J'ai plus de respect pour celui-là que pour Mamad Kaka, comparativement. Parce que Mamad Kaka, c'est une fabrication du système, comme nous avons évoqué Youssouf Boy, directeur de cabinet civil. On peut devenir ce qu'on veut, pourvu qu'on appartienne à la famille et qu'on joue le jeu. Ce n'est pas le cas du reste des Tchadiens. Et c'est là tout le mal. C'est exactement ce que nous avons évoqué pour la fonction publique. Si certains Tchadiens ne doivent pas avoir accès à certains emplois, par exemple, si un Laonoji ou bien moi, je ne sais pas, un gare, quelque chose, ne peut pas commander la garde présidentielle, c'est que nous n'avons pas encore une armée nationale. Est-ce que Mamad Kaka accepterait de nommer, par exemple, un sudiste comme commandant de la garde présidentielle? Parce que c'est ça, c'est quand nous serons arrivés à cette étape que nous comprendrons que l'armée est véritablement nationale et c'est fait, comment dire, les promotions au grade et aux emplois se font selon le mérite et non par le faciès, et non par le prénom, et non par l'appartenance à l'ethnie. C'est pourquoi je parle de volonté politique. Est-ce qu'en disant qu'il a besoin de 2 mandats, c'est bien beau, mais est-ce qu'il a la volonté politique de le faire? Je ne crois pas. Je ne le crois pas et les Tchadiens ne sont pas dupes. S'il a besoin d'autant de temps pour le faire, c'est qu'il y a bien un problème. Mais je prends à témoin tous les militaires formés. Il n'est pas l'homme qui pourra réformer cette armée.
Voilà ce que je puis dire pour répondre à ta question, docteur Alain. Excellent. Merci beaucoup, colonel. On va rester toujours dans l'armée parce que pour moi, c'est l'épineux problème du Tchad. Hein. Dans un pays normal, quel est l'âge moyen pour arriver au grade de général, ne serait-ce que de brigade? Mais pour prendre le cas des États-Unis et de la France, c'est les cas que je connais mieux. Pour les plus méritants, c'est-à-dire entre le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant à la sortie de l'école selon les armes choisies, pour arriver au grade de colonel, vous partez pratiquement de l'âge de 21 ans et donc vous devez mettre le double, c'est-à-dire 42 ans pour arriver au grade de général. Ça, c'est les plus méritants, c'est-à-dire ceux-là, ils ont commandé les troupes à tous les niveaux, ils n'ont pas commis de fautes et pour la plupart, ils ont un doctorat. Voilà, en management, en tout ce qu'il faut. Donc, quand vous arrivez... Le cas, par exemple, de celui qui a été ministre, premier ministre par intérim au Mali, là, le colonel Maïga, c'est un docteur. Exactement, il y en a, oui, il y en a, et il n'est pas général. Non, il n'est pas général. Voilà, et normalement, il y a une commission qui se réunit, qui juge vos états de service. On va jusqu'à savoir la moralité de votre épouse, permettez-moi la parenthèse, pour effectivement vous faire passer l'étape du grade de général. Si entre-temps, vous avez été peut-être, je ne sais pas moi, auteur de violences sur votre femme, sur votre enfant, ou bien vous avez prononcé des mots déplacés à votre voisin, il est probable que vous ne passiez pas général. Voilà, et on tient compte de tout, c'est-à-dire que bon, ben, vous devrez être montré patte blanche avec des états de service impeccables pour passer cette étape du grade général. Ben, au Tchad, ça n'existe pas, ce système. Déby ne le voulait pas. Le ministre, le défunt ministre Absakine le lui a proposé. Une commission d'avancement de grade, d'études, de tableaux d'effectifs et de dotation. Il ne voulait pas en entendre parler. Plus tard, ça a été proposé par les États généraux des armées en 2005. Ça figure dans les résolutions, mais il ne les a pas appliquées. Il n'a jamais voulu appliquer les résolutions des États généraux des armées de 2005. Bien au contraire, au moment où on le sollicitait pour ça, lui, il a créé la même année la DGSIE parce qu'il avait affaire au départ en rébellion de ses neveux, les jumeaux Erdimi. Et il y avait aussi des poussées du Front uni pour le changement de Mahamat Nour. Oui. Et à ce moment-là, il s'est recroquevillé sur lui-même. Et donc, c'était la défense de son pouvoir ou rien. Donc, ça va dans le sens de ce que je disais. Les papiers, bon ben, ils ont la destinée exacte des feuilles mortes à l'automne, je veux dire. Mais, colonel, comment comprendre, peut-être que vous allez m'aider à comprendre ça, que quelqu'un comme Déby, qui quand même a reçu une formation militaire en bonne et due forme, puisse entraîner l'armée tchadienne jusqu'à ce déclin-là? Comment comprendre ça? Quand même, son cursus militaire l'aurait guidé à faire mieux que ce que nous avons sous les bras aujourd'hui comme milice clanique. Tout à fait, mais les Français étaient avec lui. Si tu gardes cette armée, tu continues à faire confiance aux Tchadiens qui ne sont pas les tiens, tu cours des risques. Donc, tu t'entoures des tiens qui t'obéissent
et tu clanises l'armée, comme on t'a dit, tu fais ce que tu veux. Nous, on ferme les yeux. Ben, les dindons de la farce, c'est nous, tous ces Saint-Syriens que j'évoquais, qui ont été formés par les Français et des généraux qui nous disaient que bon, ben, notre pays compte sur nous pour moderniser son armée. Donc, ça résume un peu ma pensée, comme je le disais. Il y a les Français derrière, il y a un proconsul qui est l'ambassadeur de France, et il y a un délégué militaire en dehors de l'attaché de défense, il y a un conseiller militaire qui est à la présidence avec Idriss Déby et qui lui transmet toutes les informations, tous les renseignements, que ce soit sur les Tchadiens ou bien sur les pays voisins, en temps utile. Ça se passe comme ça. Et c'est celui-là, il sait mieux ce qui se passe au Tchad que Déby lui-même. Parlant des Saint-Syriens, tu en fais partie aussi. Est-ce que les Tchadiens peuvent espérer qu'un jour, il va sortir de ce groupe-là, de Saint-Syriens, un certain Assimi Goïta du Tchad ou un certain capitaine Traoré du Tchad? Attention, c'est que les armées maliennes, burkinabées, guinéennes, nigériennes, jusqu'au Sénégal, c'est-à-dire tout ce qui va à la gauche du Tchad quand tu te tournes vers le nord, ce sont des armées nationales et républicaines. Il n'y a pas d'ethnie pour l'accès aux grades, pour l'accès aux fonctions. Il n'y a que les états de service et la moralité qui comptent. Il n'y a que le mérite. Et Traoré dont tu parlais, par exemple, il n'est pas de l'ethnie majoritaire du Burkina. Oui. Mais d'une minorité. Tout à fait. Ben, s'il a accès à ce poste au point d'arriver à faire un coup d'État, c'est parce que c'est une armée républicaine. Ben, le Saint-Syrien qui pouvait faire un coup d'État au Tchad, je veux un peu ironiser, excuse-moi. Oui. C'est Abdoulaye Sabre. Mais je t'ai bien dit que même Abdelkérim, son père n'avait pas confiance en lui et il l'a écarté. J'ai bien répondu à ta question. Donc, n'attends pas que quelqu'un sorti de Saint-Cyr ou de West Point, je ne sais pas moi, aille faire un coup d'État au Tchad. Non. Okay. Et c'est bien la raison pour laquelle Déby ne veut pas de Saint-Syrien dans son armée. OK. Mais à défaut des Saint-Syriens, où est-ce qu'on en est avec le FACT? Parce que là aussi, ça fait partie de l'espoir des Tchadiens et c'est comme s'il y a un silence de mort aujourd'hui côté FACT. Où est-ce qu'on en est? Ben, le FACT, à ma connaissance, se porte bien. Ils ont refusé de signer les accords de Doha pour des raisons que nous avons déjà évoquées. Et donc, ils espéraient au minimum la libération des prisonniers promises lors de la clôture des assises du dialogue par Mamad Déby. Ben, comme tu le constates, ça n'a pas été fait et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un des prisonniers serait même mort après que les geôliers aient refusé de le faire évacuer à l'hôpital. Et donc, tout ça ne fait, disons, ne contribue pas à apaiser la tension. Et je crois le FACT est resté dans sa logique, c'est-à-dire tout ce qui ne concourerait pas à une alternance pour un pouvoir démocratique au Tchad, le FACT n'y adhère pas. Et le président Madi l'a toujours répété. Et même quand il lui a été posé la question de savoir est-ce que ce ne sera pas une continuité du système des gens du BET s'il accède au pouvoir, il a bien dit que son seul souci, c'est l'alternance. Le jour où il y a alternance, il n'y a plus de raison que la rébellion FACT existe. Et donc, je crois que c'est dans cette logique-là que les FACT ont gardé les armes
Pour le reste, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, mais crois-moi, le FACT se porte bien. Oui, on est content que le FACT se porte bien, mais on a soif du changement. Il faudrait que le FACT bouge un peu, quoi, parce que là, ils dorment beaucoup aussi, là. Attention, docteur Alain, ben, moi je parle en tant que militaire, pas comme rebelle. Hein. Oui. Les conquêtes, il n'y a que les opportunités. Et c'est un peu comme la direction du vent que la girouette pourrait indiquer. S'il y a une opportunité, le FACT agira. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, bon, ben, on garde les armes au pied. Ce n'est pas qu'une force d'invasion arrive, on doit lui faire face. Donc, la lutte armée, c'est différent de la défense opérationnelle du territoire. Voilà. Donc, vous guettez les opportunités en quelque sorte. Voilà. Tout à fait. On va aborder les deux derniers